Si je connais la franc-maçonnerie, c'est pour diverses raisons, dont la principale, c'est que feu mon illustre ami, le maréchal Pétain, quand ils étaient au pouvoir, ayant lu mon petit livre sur la maçonnerie, et ce petit livre, je l'avais écrit parce qu'ayant à faire une vie, ayant à rédiger une vie de Benjamin Franklin, je n'avais pas compris pourquoi cet épicier était un peu gros, était un peu laid, était un peu bavard, était pas horriblement honnête, était marié à une femme dégoûtante. Pourquoi cet homme avait été reçu en France comme n'étaient pas reçus les rois, comme n'étaient pas reçus ça. Et alors, en ouvrant un dossier, j'ai vu que toute la carrière de Franklin était maçonnique, un triomphe maçonnique. Alors, j'ai dit, tiens. Et ensuite, donc j'ai écrit ce petit livre pour expliquer la puissance énorme de la maçonnerie au XVIIIe siècle. Et puis, la guerre, l'occupation allemande, le gouvernement du maréchal Pétain étant arrivé, celui-ci, qui avait lu mon petit livre, et qui était un homme d'une charmante sympathie, d'une largeur d'esprit, d'un patriotisme, d'une droiture admirable. La seule personne à laquelle, quelquefois, il m'a fait penser, c'était Monseigneur Lefebvre, c'est tout vous dire. Donc, le maréchal Pétain, s'étant intéressé à la maçonnerie, m'a chargé d'étudier les archives des loges, de les confisquer, de les ranger, de les étudier. Ça n'a pas été très facile, parce que naturellement les loges l'ont su, elles ont caché leurs archives à Lausanne et à d'autres endroits de ce genre. Mais enfin, j'en ai trouvé pas mal tout de même, parce qu'on ne peut pas tout cacher, et que quand on cache mal. Donc j'ai étudié les loges, dans leurs dossiers, dans l'histoire et dans leurs héros. C'est de cela dont je vous parle ce soir, forcément avec une certaine brièveté, parce que l'heure est courte et je ne veux pas que vous dormiez trop longtemps. Donc, primo, pourquoi la maçonnerie s'appelle-t-elle franche? Elle s'appelle franche parce que dans la civilisation du Moyen-Âge, aucune profession, aucun groupement ne peut exister sans avoir été accepté par le pouvoir civil et religieux. C'est à ce moment-là qu'il y avait la franchise de pouvoir s'afficher officiellement. Franche veut dire, si vous voulez, reconnu, autorisé, etc. C'est ça qu'était la maçonnerie. Et la maçonnerie, au début, était quelque chose de très normal. Vous comprenez, les Romains construisaient en pierre, mais les Romains ont été bousculés par les barbares, comme vous le savez, au 5e et 6e siècle. Quant aux barbares, eux, ils venaient de leur forêt, toujours sur nos ancêtres, je leur parlerai avec respect, n'ayez pas peur. Donc, les barbares venaient de leur forêt, et dans leur forêt, ils construisaient avec du bois, bien entendu. Et ils construisaient avec le bois de leur forêt. Si vous lisez Grégoire de Tours, ce que je vous conseille, c'est une lecture admirable. Sinon, vous lisez Grégoire de Tours, vous y verrez des descriptions extrêmement amusantes de ces villes du haut Moyen-Âge, 8e, 9e siècle, où toutes les maisons étaient de bois, sauf quelques églises, je vous expliquerai pourquoi. Et où, par exemple, à Orléans, il y avait une tour de bois à 8 étages qui était bleue, une tour de bois à 7 étages qui était rouge, une tour de bois à 5 étages qui était jaune, etc. Il y a eu 5 ou 6 tours dans la ville d'Orléans, qui le cite, qui étaient de hautes choses en bois, de toutes les couleurs. Et si vous étudiez, par exemple, en Angleterre, les églises saxonnes anciennes, qui sont très belles, vous y voyez que les premières sont une imitation de constructions en bois. Donc les barbares sont arrivés avec le sens, le goût de la construction en bois, et grâce à l'influence occidentale romaine, ils ont découvert le christianisme et ils ont découvert l'architecture de pierre. Et alors, comme ils étaient ignorants de cette architecture, les premiers qui le leur ont enseigné, les maçons, ont été extrêmement populaires et ont reçu des privilèges. Ces privilèges, messieurs, consistaient en ceci.
ils avaient le droit de former une corporation. Ils pouvaient se réunir et élire leur chef, garder leur secret de fabrication, de construction, avoir une liturgie pour la messe annuelle qui disait, et avoir un saint, ou deux saints, ou trois saints. Comme les maçons étaient très gloutons, ils en ont pris 4. Si vous allez à Rome, avez-vous le plaisir de voir une très curieuse église, un très joli endroit, qui est l'église des Quattro Santi Coronati, les 4 saints couronnés. Ils ne sont pas très orthodoxes. Ne faites pas de grande prière. Mais dites-vous que ce sont les patrons des maçons. On ne sait pas qui c'est, on ne sait pas ce qu'ils ont fait, alors peut-être les maçons les ont chippés. Mais c'est une très jolie église, dans un très joli endroit. Les maçons, donc, se sont constitués en corps. Ils l'ont fait avec l'aide de grands seigneurs. Parce que les grands seigneurs étaient ambitieux dans cette Angleterre aristocratique, et qu'une corporation aussi influente que les maçons qui se groupaient partout était un point d'appui. Si vous allez en Écosse, qui est un pays que j'aime beaucoup, je vous conseille de voir la chapelle de Rosslyn. Rosslyn est une petite chapelle qui était dans les domaines de seigneurs anglais, les Saint Clair of Rosslyn, R-O-S-L-Y-N. Eh bien, Rosslyn est un mélange bizarre de symboles chrétiens, païens, judaïques, tout ce qu'on peut imaginer. Donc, dès leur début, les milieux maçonniques, car la chapelle de Rosslyn est évidemment l'émanation de cela, les Saint-Clair étaient les protecteurs de la maçonnerie écossaise, était un mélange, une doctrine dont nous parlerons un peu plus tard. Donc, les maçons se sont imposés d'abord parce qu'il y avait, chez les barbares, on ne savait pas construire en pierre, et ensuite parce que, ayant des privilèges, ils ont été les meilleurs constructeurs en pierre. Et si vous allez jamais, j'espère pour vous, dans cette ravissante ville espagnole de Salamanca, vous y verrez 2 cathédrales, une cathédrale par l'essence, belle, mais enfin trop grandiloquente, et une cathédrale ancienne qu'on appelle française, qui est superbe, avec 4 grandes statues de saints aux 4 coins du transept. Mais de là, vous verrez que chaque pierre de cette ravissante église, l'ancienne, sont marquées de la marque du tâcheron maçonnique qui l'a construite. Ils étaient donc des ouvriers fiers de leur travail, et c'était en groupe, ils travaillaient en groupe, et ce sont ces groupes qui étaient les premières loges. Je vous ai indiqué là comment on a écrit loge en style maçon, mais un L et un carré. Les francs-maçons, FM avec 3 points. En France, on les appelle souvent, quand on n'est pas bienveillant, mais moi je reste toujours bienveillant, FM, les frères 3 points. Donc, les maçons avaient un rôle énorme, technique, et étaient, à ce point de vue-là, admirés, encensés par les grands seigneurs, qui aimaient se servir d'eux, et par les pouvoirs. Cela dépendait un peu du rôle que jouait l'Église dans un pays. En France, les rois de France étant intimement liés avec l'Église, il n'y a pas de loge très ancienne. En Angleterre, au contraire, où les souverains de très bonne heure, ou beaucoup de souverains du moins, ont été assez éloignés de l'Église et puis se sont mis très tôt avec la réforme à attaquer l'Église. En Angleterre, au contraire, les maçons ont trouvé un terrain admirable. Et ils l'ont construit, puis on voit beaucoup de traces de leur construction. Tout cela était encore professionnel. Vous comprenez? Professionnel au début. Maintenant, il faut parler du tournant. Le tournant est arrivé après la Réforme. Le tournant est arrivé après la Révolution d'Angleterre. Le tournant est arrivé en l'année 1717. Je ne vais pas dire que ça. 1717. 1717. Et voici comment le tournant est arrivé. Il y avait en Angleterre
beaucoup de loges maçonniques opératiques, c'est-à-dire de braves gens qui avaient des truelles et qui construisaient avec leurs mains et leurs truelles. Mais graduellement, comme ils avaient beaucoup de privilèges, des gentlemen s'étaient mis à se joindre à eux, pas pour construire, pour boire. Pour boire, et quand on boit, qu'est-ce qu'on fait? On parle. Donc, pour boire et pour parler. Or, à l'époque de la Réforme, en Angleterre, on parlait beaucoup. C'est le grand jaillissement des sectes, des impiétés, de l'athéisme, de l'immoralité, et c'était plus facile de raconter tout ça et de prêcher tout ça dans les loges maçonniques qui avaient des privilèges qu'au milieu des rues ou même dans les salons des dames, qui quelquefois comprennent mais quelquefois pas. Donc, ça allait mieux. C'était une technique excellente. Seulement, tout cela était encore un peu tâtonnant quand, en 1717, déjà donc sous la nouvelle dynastie, laquelle était protestante et laquelle, sans être immorale, était soumise à l'influence de nobles qui, eux, l'étaient absolument. Je peux même dire comme un de mes amis qui dit toujours absolument tout à fait. Elle l'était absolument tout à fait. Donc, si vous voulez lire des histoires épouvantables, il y a ça, le Medmenham Monks, qui était une caricature anglaise de religieux, gentilshommes habillés comme vous autres, qui se réunissaient dans un domaine pour faire les pires ignominies sexuelles et autres. Donc, l'Angleterre était comme ça. Ça ne lui a pas su, mais c'était comme ça. Et elle était un terrain facile pour la franc-maçonnerie. Profitant donc des privilèges que possédaient les maçons, profitant donc de cette fermentation de la haute aristocratie démoralisée et excitée, en 1717, un certain nombre de pasteurs qui avaient perdu la foi se sont unis pour transformer une ancienne loge opératique, c'est-à-dire une ancienne loge de travailleurs, en un organisme intellectuel, de propagande intellectuelle. C'est la fondation de la Grande Loge de Londres en 1717, c'est-à-dire la naissance de la nouvelle maçonnerie antichrétienne et anglaise, mais anti-royaliste, en dehors de l'Angleterre. Cette Grande Loge de Londres, il faut que je vous en donne un ou deux des renseignements, était largement sous l'influence d'un gros bonhomme, qui n'était pas très joli, mais qui était excessivement malin. Voilà comment il s'appelait. Il s'appelait Jean-Théophile Desaguliers. Il était laid et bénin. Et pour vous faire un petit tableau, puisque je l'ai fait une fois, je peux vous le lire, pas la peine de le réinventer, pour vous en faire un petit tableau, le voici. Il était gros. Sa robe d'ecclésiastique lui faisait paraître énorme. Il avait un grand nez, mais qui était placé de travers dans son visage. Son menton et son front étaient si faibles et si fuyants que cela donnait à sa face un ovale de boule. On jugeait d'ordinaire qu'il était fort laid, et on admirait pourtant sa science. Ses yeux à fleur de pourpre étaient humides comme ceux des myopes. Il pouvait évoquer la bonté ou donner l'impression de la douleur ou même celle de la stupidité, selon ce que l'on pensait, selon les circonstances d'un moment. Il n'avait rien d'un seigneur, mais du reste il ne passait pas inaperçu, et la malice de son esprit était égale à sa laideur. Cet homme avait réussi à quitter la France. Son père était pasteur à La Rochelle. Et comme la ville allait être prise par les catholiques, il avait élevé son petit garçon, qui avait 2-3 ans, dans un grand baril d'alcool vide. Et il l'avait mis à bord d'un bateau anglais qu'il a amené en Angleterre. Et alors on a débarqué le bébé, sans alcool, et il s'est élevé en Angleterre dans la haine de la France, dans la haine du catholicisme, et en même temps dans l'exploitation des théories de Newton, dont il s'est fait le conférencier, et il a été l'âme damnée de la Grande Loge de Londres, celui qui a préparé ses doctrines, préparé son attitude, etc. En quoi consistait
ses doctrines et ses rectitudes. Ces doctrines, d'abord, de Zaguelli avait trouvé pour les couvrir des grands seigneurs et même, au bout de quelque temps, un prince de la famille royale. L'adresse de ces doctrines, c'est qu'elles ne portaient pas atteinte aux idées de l'Angleterre protestante, mais qu'elles pouvaient être une arme de guerre extrêmement dangereuse contre tout ce qui était catholique. Écoutez avec soin, parce que c'est difficile de voir les astuces. Dans le premier manuel des Maçons à Londres, publié en 1723, voici comment de Zaguelli s'expliquait. Au sujet, je vous le lis, you like English or French? It's in English, here I may read it in English or I may translate it in French, que vous voulez, anglais ou français. Levez la main pour l'anglais. Well, all right, I read it in English and I translate it. Concerning God and religion, a Mason is obliged by his tenure to obey the moral law. And if he rightly understands the art, he will never be a stupid atheist, nor an irreligious libertine. But so, in ancient times, Masons were charged with, in every country, to be of the religion of that country or nation, whatever it was. Yet, it is now thought more expedient only to oblige them to belong to that religion in which all men agree, leaving their particular opinion to themselves. That is to be good men and true men, or men of honor and honesty, by whatever denominations or persuasions they may be distinguished, whereby Masonry becomes the center of union and the means of conciliating true friendship among persons that must else have remained at a perpetual distance. Au sujet de Dieu et de la religion, un maçon est obligé, par sa loi, d'obéir à la règle morale. Et s'il comprend bien l'art maçonnique, il ne sera jamais un stupide athée, notez, stupide athée, peut-être un athée, mais pas stupide, ni un religieux, ni un libertin irreligieux, peut-être un libertin, mais pas irreligieux. Vous voyez, les adjectifs sont extrêmement adroits. Il y a un jeu d'adjectifs ravissant. Mais bien que dans les temps passés, les maçons ont été obligés dans chaque pays d'appartenir à la religion du pays ou de la nation où ils vivaient, il est maintenant pensé plus sage de les obliger seulement à être de cette religion dans laquelle tous les hommes sont d'accord, laissant à leur opinion particulière le reste. L'honnête, c'est-à-dire il faut être qu'ils soient bons, qu'ils soient honnêtes, des gens d'honneur, d'honnêteté, quelle que soit leur religion, leur persuasion, leur secte. C'est par là que la maçonnerie devient le seul centre d'union parmi les hommes et le moyen de créer une étroite affection parmi les gens que séparerait leur habitude et leur pays. Vous voyez le truc très adroit. Il s'agit pour la maçonnerie de prendre la place de la religion qui était le centre de la civilisation. Dans l'Europe du Moyen-Âge, au-dessus de tous les peuples, de tous les souverains, il y avait l'Église et le pape. C'était ça l'union, c'est ça la véritable union. C'est un singulier toupet de la part de petits messieurs, briquetiers ou gâcheurs de prêtres, de vouloir remplacer l'Église et de se faire eux-mêmes le seul lien d'union. Alors que l'on dit les différentes religions, c'est bien gentil, mais chacun a la sienne, ça ne nous regarde pas, et ça, au lieu de les unir, ça les sépare. Voilà le truc de la maçonnerie. Voilà le jeu qu'ils ont joué, voilà le jeu qu'ils jouent encore, même s'ils ne disent pas que c'est leur jeu. Leur jeu consiste à dire, nous sommes pour la paix, nous sommes pour l'union de l'humanité. C'est d'une humanité qui n'est pas supposée être spirituelle, qui est supposée être sociale et intellectuelle. Et cela ressort extrêmement bien des paragraphes curieux, ridicules, absurdes, qui sont ajoutés à
règle de De Sagulier. À la règle de Sagulier, en dehors de ce que maçon va faire, est ajoutée une histoire de l'humanité. Cette histoire de l'humanité, qui remplace la Bible, n'est pas l'histoire morale de l'humanité comme la Bible. C'est l'histoire technique et intellectuelle. Par exemple, elle fait un grand plat, si j'ose dire, d'un certain Tubal-Cain, qui était peut-être pas un monsieur très recommandé, dire très recommandable, mais qui était un homme qui a fabriqué avec ses mains des objets. En un mot, la maçonnerie anglaise de 1717-23 glorifiait les inventions intellectuelles et techniques de l'humanité en laissant complètement de côté son histoire morale et religieuse. Et si jamais ça vous tombe entre les mains, je n'ai pas le temps aujourd'hui naturellement, lisez cette partie-là, car vous y verrez l'amorce du mythe du progrès, vous y verrez l'amorce de la glorification de la science et de la technique, et vous y verrez l'amorce de la plupart des idées fausses que les journaux nous ressassent, que les discours officiels nous ressassent, sur la gloire du monde moderne et sa supériorité par rapport au monde ancien. Telle était l'atmosphère qui a été créée en Angleterre autour de la maçonnerie et par la maçonnerie, et qui a été acceptée pas par toute la noblesse anglaise, il s'en faut, mais par les éléments les plus actifs, et j'ajouterai les plus vicieux. La noblesse anglaise, je ne peux pas vous expliquer tout ça, mais en tout cas, notez le nom d'un certain duc de Wharton, qui a été grand maître de la loge d'Angleterre, qui était l'homme le plus corrompu, le plus vicieux, le plus malpropre de toute l'Angleterre, mais ça fait rien, il a eu une grande influence pendant quelque temps. Ensuite, les nations ont rectifié le tir, et ils ont pensé qu'après avoir eu une mauvaise réputation morale, il allait mieux avoir une bonne réputation. En effet, il y avait eu des scandales homosexuels, il y avait eu d'autres scandales, et ça aurait pu leur faire un tort énorme. Alors, ils se sont calmés, et leurs repas ont été toujours très bruyants, beaucoup de vin, mais sans côté sexuel, du moins peu. Et ils sont arrivés à attirer dans leur rang les princes de la famille royale qui ont accepté d'être grands maîtres. Pourquoi cette famille, après tout honnête, a-t-elle accepté de jouer ce jeu et de couvrir cette société qui ne l'était pas? Eh bien, rendez-vous compte que la faiblesse de la famille royale anglaise était au XVIIIe siècle de se trouver en face d'une famille exilée qui avait perdu la couronne mais qui était extrêmement populaire, qui était les Stuarts. Donc, pour lutter contre la popularité des Stuarts, qui était restée en Angleterre une chose très grande, on a vu que le prince, le prétendant, a débarqué, et surtout en Écosse, il fallait employer autre chose, et cette autre chose, cet instrument, a été pour la royauté anglaise, la maçonnerie. Graduellement, du reste, la royauté s'est écartée. Et maintenant, une noble femme comme la reine d'Angleterre n'a pas de lien avec la maçonnerie directe. Mais sous la reine Victoria, c'était encore un prince de la maison royale, le duc de Connaught, qui était le grand maître de la Grande Loge de l'Angleterre. Donc, la Grande Loge fondée en 1717 a eu un énorme succès en Angleterre et s'est mis à essaimer dans toute l'Europe. Elle a essaimé en utilisant deux moyens. Le premier moyen, c'est le commerce. Partout où il y avait des groupes de commerçants anglais, il y avait une loge anglaise. Et cette loge anglaise, installée, conçue, la loge des Trois Lumières à Hambourg est l'une des premières, à Dunkerque il y en a une autre, etc. Dans tous les grands ports de la Baltique et de l'océan Atlantique, il y en avait. Moins en Méditerranée, mais il y en a eu aussi à la fin. Donc, le commerce anglais trouvait bénéfice, bien entendu, à être maçon, à se payer les uns sur les autres, et à recevoir et exploiter les voyageurs anglais. Et puis la curiosité, la bêtise curieuse, la curiosité bête des hommes et des femmes de toute l'Europe, qui sont des gens charmants, comme vous le savez, mais il y a beaucoup de badauds en Europe. Eh bien, a fait que la maçonnerie a été très vite
une chose qui a excité les gens. Les hommes ont voulu en être. Et ce que font les hommes, vous le verrez, messieurs, les femmes tâchent de le faire. Donc, il y a eu des loges maçonniques, hommes, des loges maçonniques de femmes, et quand on songe que la malheureuse amie de la reine Marie-Antoinette, la princesse de Lamballe, cette charmante femme, fille du duc de Penthièvre, qui était l'un des hommes les plus pieux de France, a été grand maître de la maçonnerie féminine. En France, on a vraiment honte de la bêtise humaine. Elle a été punie atrocement par la Révolution. La malheureuse femme a été dépecée par les révolutionnaires. En tout cas, la maçonnerie a donc exploité les milieux commerciaux anglais, puis les voyageurs anglais, puis tous les éléments dissidents de l'Europe. Les éléments en révolte contre le catholicisme et les éléments en révolte contre les monarchies qui voulaient maintenir le catholicisme. En France, quelle a été la famille qui les a tout de suite adoptés, du moins pas tout de suite, mais au moment critique, la famille des Orléans. Le plus scandaleux, le plus malpropre, le plus impie, le plus lâche des Orléans. Celui qui s'est ensuite appelé Philippe Égalité a été grand maître de la maçonnerie française dans les années critiques qui ont préparé la Révolution. Et sous son couvert, se sont créés un nombre immense de loges, non seulement dans les villes commerçantes, non seulement dans les ports, mais même à l'armée, où il y en avait plus de 80. Or, vous vous rendez compte à quel point cela est dangereux pour une armée, avoir une loge où un simple soldat peut être vénérable, c'est-à-dire le chef, alors qu'un officier peut être simplement un simple participant. Et c'est ainsi que l'armée royale a été noyautée à partir de 1750 en France par la maçonnerie. Le travail de la maçonnerie a été un travail fantastique qui est attesté par le triomphe inouï dont je vous ai déjà parlé que Franklin a remporté quand il est venu en France. Franklin était un gros bonhomme, moins laid que de Singulier. C'est un gros malin aussi. Il ne parlait pas un mot de français. Et il était malin, il avait fait de la politique en Amérique, il vendait à la fois de l'épicerie et des journaux et d'autres choses encore. Mais enfin tout de même, c'était tout de même un épicier essentiellement. Un épicier qui avait une petite gazette hebdomadaire. Eh bien, cet homme-là a été reçu comme aucun souverain n'a jamais été reçu en France. Les plus belles dames venaient le voir dans sa maison de Passy. Les plus jolies comtesses, princesses se mettaient sur ses genoux et il les baisait dans le cou. Il était trop vieux pour autre chose. Donc, c'était une sorte de fureur. Et alors, on a créé des loges. Il y en avait à la cour, il y en avait à la ville, il y en avait dans les régiments. Et tout ça était très gentil. Les hommes avaient des très jolis petits tabliers. J'ai chez moi, à ma maison de campagne, le dessin fait par un peintre, un tablier idéal pour que devrait broder une belle dame pour un jeune officier qui devait partir pour l'Amérique. Ben, c'est très joli, la jeune dame certainement a très bien travaillé, mais enfin, ça vous donne une idée de ce que faisaient les dames. Au lieu de broder des ornements religieux, on brodait des petits tabliers maçonniques avec sur de la peau de cochon, très joli, en bleu clair ou en rouge vif. Donc, c'était une mode fantastique dont on ne mesurait pas l'importance. Seulement, et là, il faut souligner ce qui s'est passé. Les maçons répandaient en France la grande idée d'égalité. Et dans les loges, c'était la chose qu'on proclamait. Et quand l'agitation s'est répandue dans le pays, quand les difficultés financières, quand le voyage en Amérique d'un certain nombre d'officiers a même un peu créé dans l'armée un courant démocratique, alors se sont créés des clubs
qu'on a appelés les clubs de Jacobins. Ils sont appelés les clubs de Jacobins, non pas du tout, messieurs, parce que les Jacobins, les vrais Jacobins, ceux qui appartenaient à l'ordre de Saint-Jacques, en faisaient partie. Mais parce que ce club se réunissait d'abord dans un ancien couvent de Jacobins. Les Jacobins sont les loges transformées en réunions civiles et politiques pour masquer la responsabilité de la maçonnerie. Et ce procédé, voyez-vous, est celui que la maçonnerie a employé dans tous les cas délicats. Quand elle veut faire un grand coup, elle met bien les pièces en place. Elle installe les pions. Et puis, elle disparaît. Et elle n'est responsable de rien. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, moi, je ne sais pas rien. Nous prêchions la paix, nous réunissions, nous avions des théories, c'est vrai. C'est vrai, nous avions des théories, mais enfin, ces théories, c'était des théories, c'est pas du tout. Nous n'avons jamais demandé qu'on tue personne, sans aucun doute. Seulement, si vous regardez quels étaient les membres de la loge en 1785 et quels étaient les membres du groupe jacobin dans chaque village, dans chaque bourg, dans chaque ville, à Paris même, vous voyez qu'il y a concordance. Et vous voyez que le grand maître de la Grande Loge, c'est-à-dire le duc d'Orléans, Philippe d'Orléans, est devenu le chef incontesté du mouvement révolutionnaire français. Il y a là un cas typique de la doctrine maçonnique. Un de ces cas qui font loi. Ça a été comme ça en France, ça a été comme ça dans d'autres endroits, et en particulier, mais ceci est plus compliqué, je ne pourrais pas vous en parler aujourd'hui en Russie au moment de la Révolution russe. Il y a dans la maçonnerie un double élément. La haine du catholicisme, haine systématique, haine qui porte à la lutte contre toutes les religions qui invoquent un Dieu révélé, mais enfin, c'est surtout le catholicisme. Et haine également contre toutes les monarchies ou tous les gouvernements qui se réclament de la divinité du Christ et du Dieu, du Père du Christ. Ainsi, certains souverains ont compris à temps. Quand les premières loges se sont fondées en Hollande, les statutaires ont reniflé et ont trouvé que ça sentait mauvais. Et alors, ils ont interdit les loges, du moins à condition qu'elles soient publiques et qu'ils puissent faire surveiller par leurs inspecteurs. Malheureusement, le roi de France n'a pas pris la même précaution. Il était au-dessus et les loges ont été extrêmement à droite, elles se sont dissimulées. L'administration royale était lourde, n'était pas toujours extrêmement précise, et c'est ainsi qu'il a été possible à la maçonnerie, tout en faisant blablabla, tout en faisant dire pieusement des messes pour la santé du roi, tout en faisant dire pieusement des services et des messes pour la naissance du dauphin, pour la naissance de Madame Royale, et des grands services religieux pour la mort des souverains ou de leurs femmes, etc. Tout cela, bien, c'était le dehors, alors que le dedans, c'était la préparation de ce qui allait arriver. On prêchait l'égalité et on préparait, c'est le double mouvement, prêcher l'égalité et préparer des états-majors philosophiques qui puissent remplacer les États et les aristocraties alors au pouvoir. Cela fut facilité naturellement par les livres, le travail et l'excitation des philosophes français du XVIIIe siècle. Voltaire était allé en Angleterre à l'âge entre 20 et 25 ans. Et là, naturellement, avec l'esprit qu'il avait et la colère qu'il avait, il s'était épris de tout ce qui était violent, audacieux, nouveau, et naturellement de la maçonnerie où il a été initié à ce moment-là. Il l'a par la suite caché, puisqu'il s'est fait réinitier à Paris dans une grande initiation solennelle en 1700, au moment de la visite de Franklin en 1783-84. Ils ont eu une grande cérémonie
parfaitement ridicule du reste, mais enfin, où Voltaire se fait réinitier, et où Franklin a poussé son petit-fils, un tout petit garçon américain, très bien tenu, entre les bras de Voltaire, qui l'a béni en disant Dieu et liberté. C'était une scène de comédie, mais c'était comme ça, et tout le monde s'est mis à pleurer des larmes de joie et à applaudir, et quelques dames ont eu le tact de s'évanouir. Les enfants d'admiration, quoi, voilà. Vous imaginez, c'était le grand bloc de l'époque, etc. La maçonnerie a donc préparé la Révolution. Il y a eu des transitions. Je vous en signale une, et que je suis assez content d'avoir découvert. Les principaux chefs maçons, avant la Révolution, ont en général suspendu l'horloge. Mais ils se sont unis dans un groupe qui s'appelait la Société des 30. Et la Société des 30 a été le quartier général des activités révolutionnaires. De même que le Club breton s'est substitué à une loge maçonnique pour faire à l'Assemblée nationale une propagande extrêmement radicale et poussée vers la République. Car il est incontestable que toutes les loges maçonniques, tout en faisant les loges de roi, et tout, bla bla bla, très poli pour Sa Majesté, étaient en même temps en train de prêcher l'égalité et de dire nous constituons une république et cette république peut préparer les hommes sages à vivre en république. On voit quel a été le résultat à la Révolution. Une très bonne république qui décapitait tous ceux qui ne leur plaisaient pas. Ainsi s'est déroulé au XVIIIe siècle le rôle de la maçonnerie en France. En Angleterre, plus celle de France était violente, plus celle d'Angleterre était gentille. Il y avait des gros ventres, il y avait de bonnes situations, ils étaient bien avec la famille royale, ils étaient bien avec l'aristocratie, et pourquoi faire autre chose que servir la cause anglaise, protestante, anti-catholique? Pourquoi faire autre chose que de servir la cause anglaise anti-française? Tout cela, ça allait très bien, et ça permettait un loyautage de l'Europe d'autant plus fécond qu'on avait l'appui du consul de Sa Majesté et éventuellement des flottes de Sa Majesté. Donc, c'est ainsi, si vous le voulez, que de 1750 à 1790, tout s'est déroulé dans une relative paix, avec des apparences tout à fait sereines et calmes. L'opération avait réussi, n'est-ce pas? Le groupe des pasteurs protestants, vaguement chrétiens mais déistes, hanovriens enthousiastes et esprit pratique, avait trouvé la formule qui, au XVIIIe siècle, a attiré à elle financiers, commerçants et grands seigneurs. Parmi les financiers, je vous citerai un imbécile qui était très malin, et qui est très connu, qui était M. Necker. M. Necker était un banquier suisse, qui avait un énorme manteau, et qui avait une assez jolie femme, et une fille qui lui a fait une réclame terrible, qui s'appelait Madame de Staël. Donc M. Necker, j'ai eu le plaisir de voir son petit tablier de peau de cochon dans le château de Coppet, dont sa fille avait hérité, et dans les descendants très chrétiens, on a naïvement fait une exposition. M. Necker était donc, comme presque tous les grands financiers du XVIIIe siècle, un maçon. Et on se rend compte de l'utilisation que les francs-maçons ont fait de la finance à ce moment-là. La finance a servi en France, entre 1785 et 89, primo, à mettre en banqueroute l'État français. L'État français n'avait qu'un déficit qui aujourd'hui semblerait ridicule, un déficit dans le budget d'un cinquième, maintenant dans un tiers ou quelque chose comme ça. Donc, c'était purement, enfin, ça pouvait très bien durer. Mais quand on a la finance contre soi, le plus petit déficit devient une cause de catastrophe. Et c'est bien cela ce qui est arrivé. Paris était inondé de financiers français, de financiers anglais, suisses, prussiens, qui attendaient avec avidité le moment de la liquidation, où alors ils feraient des bénéfices énormes et où ils auraient tous les avantages. Si jamais vous allez à Londres, ce que je vous souhaite, c'est une ville très intéressante, vous verrez dans les musées et si vous voyez les salons de quelques dames vraiment distinguées,
vous voyez que tout le beau mobilier qui était à Versailles, à la cour de Louis XVI, a été acheté en Angleterre, et que beaucoup d'autres familles françaises ont dû également bazarder ce qu'elles avaient de plus beau, etc., etc. Donc, la Révolution a été, en France, non seulement une opération politique, mais au premier chef une opération financière qui a permis des bénéfices énormes aux banquiers de Genève, aux banquiers de Londres et aux banquiers des grandes villes allemandes, en particulier de Francfort. Donc, nous entrons maintenant dans le XIXe siècle. Dans le XIXe siècle, il y a malgré tout un moment de réaction catholique et monarchiste. Il est étrange que des gangsters comme Talleyrand ne soient pas trouvés mêlés, mais du reste on a fini par se rendre compte que Talleyrand était un gangster. On l'a éliminé, quoi qu'il se soit accroché. Et l'homme qui a joué le rôle le plus beau, c'est le duc de Richelieu dont je suis en train de préparer l'histoire. Donc, il y a eu à ce moment-là une réaction, et la maçonnerie s'est faite petite, gentille, pieuse, amicale, etc. Seulement, en dessous de cette maçonnerie de bourgeois, il y a eu une maçonnerie populaire qui, elle, a commencé à préparer, en Italie d'abord, puis ensuite en France et ailleurs, des sociétés armées. En Italie, on a appelé ça les carbonari. À partir de 1800 et quelques, l'Italie a été hérissée de groupes carbonari, qui étaient tantôt des gens des villes, tantôt des gens de la campagne, mais plutôt des gens des villes, qui se noircissaient le visage et se salissaient les mains pour ne pas être reconnus et pouvoir assassiner les gens qui les gênaient, et etc. Ils ont joué un rôle énorme, et d'autant plus énorme qu'ils ont su assimiler et intégrer la famille Bonaparte. Je ne crois pas que Napoléon en fit partie originairement, quoique à la fin de son règne peut-être, mais sa famille certainement. Ses neveux, et celui qui s'est appelé ensuite Napoléon III, était un Carbonari, et c'est l'une des choses, un Carbonaro, et c'est l'une des choses qui devait lui nuire, parce que ça l'a obligé à faire une politique étrangère absurde, qui était celle de l'unité italienne. L'unité italienne n'était pas mûre, c'était trop tôt pour la faire, et également ça l'entraînait à une expédition stupide dans le sud de la Russie, l'expédition imbécile du Mexique. En un mot, toute la politique maçonnique de Napoléon III a été une série d'erreurs dont il est responsable devant les Français. Sous son règne, il avait mis les maçons un peu partout. Mais les maçons à ce moment-là n'osaient pas crier trop contre l'Église. Le grand moment de la propagande maçonnique est venu en France avec la Troisième République. C'est à ce moment-là que les maçons qui avaient préparé le terrain ont lancé leur offensive la plus violente. Comment avaient-ils préparé le terrain? Une série de mesures dont la première c'était l'État prenant en main l'enseignement secondaire. Rien, messieurs, n'est plus néfaste, n'est plus dangereux, n'est plus bête que de donner à un État politique ce pouvoir intellectuel, surtout quand cet État est antichrétien. Donc, ayant en main l'université, l'État français a voulu en faire une contre-église maçonnisée. Et cela a été l'un des points principaux de la maçonnerie. Cette maçonnerie en France, sous la Troisième République, était tellement puissante que quand, grâce au maréchal Pétain, j'ai pu voir leur archive secrète, ils avaient une réunion chaque fois qu'il y avait un changement de ministère. Et ils décidaient quels seraient les gens qu'ils accepteraient dans tel ou tel ministère. Et c'est ainsi
que sous la Troisième République, ils ont toujours choisi, eux, pas le Parlement, le ministre de l'Instruction publique. Certains autres aussi. Mais le ministre de l'Instruction publique, il l'exigeait toujours. Il n'y en a eu qu'un seul qui leur a échappé une fois, c'est le cher Léon Bérard. Mais en dehors de ça, toujours. Également, il surveillait le choix des généraux, le choix des amiraux, et on peut dire qu'il y a eu un moment avant la guerre de 14 où un officier ne pouvait pas arriver au grade supérieur s'il n'avait pas fait risette avec les maçons. Le maréchal Pétain, qui était un excellent officier, était depuis 10 ans colonel, le colonel le mieux noté, mais ne pouvait pas devenir général avant que la guerre n'éclata, à cause du fait qu'il n'était pas maçon. Et il faut rendre cette justice au général Joffre, qui était maçon, qu'en arrivant à la tête de l'armée française, au début de la guerre 14, il a été consterné de voir les imbéciles, les gens louches qui commandaient les armées, et dans les 8 premiers jours de la guerre, il a fait un bouleversement total, et il a nommé environ 3/4 de catholiques, bien que lui ne le fût pas, et en particulier, puis il a par la suite poussé Pétain. Donc, bien vous montrer l'horrible mainmise de ce chancre qu'était la maçonnerie en France, et la façon épouvantable dont il a procédé à l'égard de l'État français. C'est également lui qui a imposé de plus en plus des programmes scolaires antichrétiens. C'est lui qui a, aidant un ministre sectaire et imbécile qui s'appelait Combes, lequel avait été messieurs séminaristes comme vous. Faites attention. Donc, Combes a été celui qui a fait chasser les religieuses, chasser les religieux enseignants, et qui a préparé la séparation de l'Église et l'État, et qui a tout fait pour déchristianiser la France. C'est misérable, il y a un petit musée, c'est amusant, si vous y allez, vous verrez, il y a un petit musée Combes, si vous allez à Albi, à côté de la merveilleuse cathédrale, vous verrez un petit musée Combes. Donc, ce misérable a fait une œuvre épouvantable de destruction, pendant qu'un de ses amis général, André, faisait de même dans l'armée, où il avait même organisé avec ses amis maçons un très beau système de fiches. Tous les officiers de l'armée française avaient une fiche qui disait s'il allait à la messe, si sa famille allait, si ses enfants étaient dans un collège catholique, quelles étaient ses opinions. Et la maçonnerie avait des agents dans chaque ville, de chaque garnison, pour surveiller si les officiers allaient à la messe, si les officiers n'y allaient pas, etc. Et ainsi, on voulait passer l'influence très grande et très heureuse qu'avait eu le catholicisme dans l'armée, et on l'a, dans une certaine mesure, cassé quand le gouvernement français a obligé les officiers à aller imposer dans les paroisses et à la campagne un inventaire des objets religieux comme appartenant à l'État. Beaucoup d'officiers qui étaient chrétiens et honnêtes n'ont pas voulu, ils ont donné leur démission, ça a fait un creux terrible, et qui s'est senti au moment de la guerre, on les a réintégrés, mais un peu tard. Vous voyez donc à quel point la guerre antichrétienne a été portée en France, à quel point le souci de détruire l'enseignement catholique, de détruire, de nuire aux séminaires, de nuire aux couvents, l'expulsion des couvents, etc., a été porté entre 1870, victoire maçonnique, et 1914. Là, il y a tout de même eu un ressaut de la popularité et du patriotisme français. Un certain nombre de gens ont compris le danger et ont voulu voir ce qu'on pourrait faire. Et alors, la maçonnerie a été obligée de se replier un peu sur elle-même. Maréchal Pétain m'avait chargé, moi, de faire la fouille de toutes les loges, et j'ai été ahuri de voir l'énorme travail que celle-ci avait accompli pour espionner l'armée.
l'armée les juge, et pour pénétrer des milieux comme ceux des avocats et comme ceux de la politique. La maçonnerie française avait créé des sections pour chacune de ces choses-là et avait des convents dans lesquels on préparait le programme pour enlever tout christianisme dans l'enseignement, pour supprimer le mariage religieux et permettre à la fois l'avortement et le divorce, pour empêcher l'armée de garder sa teinte chrétienne, etc. Le travail a été fait avec tellement de violence qu'à la fin, donc, il y a eu une réaction. Cette réaction, encouragée plus tard par le maréchal Pétain, a été tout de même suffisante pour que la maçonnerie ait cru devoir se voiler la face. À l'heure actuelle, la maçonnerie anglaise est assez calme. Elle est naturellement maçonnerie, mais dans ce royaume protestant, elle est protestante et calme. En Amérique, elle est en général plutôt conservatrice. En France, elle a maintenant un dehors paisible. Mais, méfiez-vous, il y a en France 3 obédiences principales. L'une, c'est le Grand Orient. Le Grand Orient de France est le plus ancien, le plus puissant. C'est lui qui a le plus de loges et le plus d'influence. Or, le Grand Orient reste antichrétien. Le Grand Orient reste à tendance radicale anticonservatrice. Le Grand Orient reste un milieu très fermentant et très violent. À côté du Grand Orient, il y a la Grande Loge. La Grande Loge, le Grand Orient a supprimé le nom, non pas de Dieu qui n'existait pas, mais du grand architecte de l'univers à la fin du XIXe siècle. Et ce qu'il y a de curieux, mais c'est de naturel aussi, c'est que cette suppression a été faite sur la proposition d'un pasteur protestant qui s'appelle pasteur Desmond, D-E-S-M-O-N-D. C'est lui, pasteur protestant, qui a suggéré de supprimer les initiales non pas de Dieu, mais du grand architecte de l'univers, et aussi, autant qu'on le pouvait, le symbole qui représentait Dieu. Je vous le mets dans un coin, puis on l'effacera parce que c'est une sorte de blasphème. C'est un G dans un triangle. C'est God, vous comprenez, l'initiale de God. C'est le grand architecte de l'univers. Dans les loges, donc ça a été supprimé dans les loges du Grand Orient. Ça n'a pas été supprimé dans les loges de la Grande Loge. La Grande Loge de France a voulu rester plus modérée. C'est ce qui lui a valu l'honneur, j'avais dire le plaisir, en tout cas la satisfaction, de recevoir M. Giscard d'Estaing, en grande pompe. La troisième obédience, c'est une obédience anglaise en France, qui s'appelle aussi Grande Loge, et qui est moins nombreuse, plus calme, nettement chrétienne, pas catholique, mais chrétienne, et faite en grande majorité de commerçants ou de voyageurs anglais, et qui n'a pas la même couleur. L'élément le plus violent dans la maçonnerie, ce sont les femmes maçonnes. C'est une sorte de harpie qui s'appelle Marianne de Rennes. Marianne, je suis content d'écrire avec un encre rouge. Marianne de Rennes, D-E-R-A-I-S-N. Qui a fondé cette obédience féminine qui s'appelle le droit humain. Le droit humain a des loges moins nombreuses que le Grand Orient et la Grande Loge, mais elle en a beaucoup, des loges de femmes. Et ces loges sont surtout chargées de noyauter des milieux d'instituteurs et d'institutrices. Il s'agit d'insinuer dans l'enseignement public français la haine de l'Église et la haine du Christ et la haine de Dieu. Et je dois l'avouer que dans une large mesure, ces misérables ont réussi. Les archives de cette loge avaient été mises en
des caisses pour être emportées en Angleterre, et elles ont raté le bateau. Et elles sont revenues à Paris. Et je les ai eues sous la main, hélas. Les nazis, sachant que j'allais les prendre, ils ont subtilisé les couches. Ce que c'est devenu, j'en sais rien. Et les nazis, qui étaient antichrétiens, comme vous le savez, n'ont pas voulu qu'un catholique tienne la clé d'une obédience extrêmement redoutable et très secrète et très violente, car vous le savez, vous le verrez, messieurs, si jamais vous êtes appelés à confesser les femmes, il y a chez les femmes toutes les vertus à un haut degré et tous les vices à un très haut degré. En particulier la haine. Et la haine, une fois qu'elle est installée dans un cœur féminin, peut faire des merveilles épouvantables. Donc c'est cela qui a été le fait de Maria de Rennes. À l'heure actuelle, elle se cache plutôt. Le passage de Maréchal Pétain, le petit travail que j'ai tâché de faire, les a intimidés et embêtés. Ça m'a valu à moi 7 années de prison, I mean 7, dont je me suis évadé par la grâce de Dieu, et qui reste l'honneur de ma vie. Ceci dit, la leçon que nous leur avons donnée leur avait fait perdre environ le tiers, presque la moitié de leurs membres, parce que les maçons sont lâches, vous savez. Et il aurait été difficile ensuite, pendant 5 ou 6 ans, de recruter. Maintenant, grâce à M. Giscard d'Estaing et à d'autres politiciens et même tabac, les maçons ont le sentiment que la route est ouverte et ils recrutent à bras ouverts, tant qu'ils peuvent, en France. C'est la situation en France. En Angleterre, vous la connaissez, elle est assez paisible, la maçonnerie statique. En Angleterre, en Allemagne, elle est assez puissante, mais pas plus qu'en Angleterre, elle n'a eu la même audace qu'en France. D'abord, l'enseignement n'étant pas un enseignement d'État, il est beaucoup plus difficile de mettre la main dessus. Ensuite, si on peut dire, il y a tout de même en Allemagne, dans une certaine mesure, l'union sacrée de tous les chrétiens, c'est pas absolument vrai, c'est à peu près vrai. Ce qui rend beaucoup plus dangereux de les attaquer, alors qu'en France, pas tous, mais la plupart des protestants détestent le christianisme des catholiques. Donc c'est plus facile en France de l'attaquer. Dans le reste de l'Europe et en Italie, les maçons sont extrêmement violents. La Grande Loge de Londres, la Grande Loge de Rome, vous le verrez, un palais énorme et ridicule pour tourner en dérision le Saint-Ciel. Et les maçons italiens sont très puissants, ils ont été très puissants en particulier. Primo, pour arriver à porter au pouvoir la dynastie de Savoie, qui était maçonnique, et deuxièmement pour la fiche dehors quand ils ont vu qu'elle était tout de même conservatrice et qu'elle s'entendait avec l'Église. Tel est le petit tableau que je puis vous faire. Il y avait beaucoup d'autres questions à vous dire. Si nous avons 5 minutes, vous pouvez en poser quelques-unes, et je t'en de répondre, bien que ma science soit limitée. Voilà. Ask me another. Est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements sur... But speak clearly and high. Come in. Come in. You're too far. Allez, venez. Bien. Venez et gueulez. Bien. Alors, monsieur l'abbé, qu'est-ce que je peux faire pour vous plaisir, pour être plaisir? Est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements sur la maçonnerie actuelle au Vatican? Sur la maçonnerie au Vatican dans les milieux ecclésiastiques? Quelques-uns. Est-ce qu'il y a toute cette liste de francs-maçons? Oui, quelques-uns. On a beaucoup discuté sur la pénétration des maçons dans l'Église française. Les maçons ont été assez puissants sous la Troisième République. Il y a eu au moins, nous en sommes sûrs, 3 évêques maçons. Je ne pense pas qu'il y ait d'évêques français qui soient prêts à faire un sermon antimaçonnique. Ça, je ne le pense pas. Peut-être trop pessimiste. Ils sont trop lâches. Voyez-vous, je vous demande pardon, messieurs, mais je parle à vous comme je parlerai à Monseigneur. Notre clergé français a de bons éléments. Le clergé parisien est excellent. Et les curés de campagne sont souvent très bons. Nos évêques, on se demande pourquoi on les a choisis. Car on dirait qu'ils n'ont
penser dans la vie, c'est avoir peur, se cacher, ne rien faire, ne rien dire, être bien que je ne pourrais faire, même pas quelquefois. On a l'impression, et cela, je pose une question à vous, mais moi je ne peux pas la résoudre. On a l'impression que la maçonnerie ou d'autres pouvoirs que je n'ose pas nommer ont réussi à entourer chaque évêque d'un petit groupe de mauvais jeunes prêtres. Et cela, je le vois par l'archevêque de Paris. L'archevêque de Paris, en ce moment-ci, autorise un misérable jeune prêtre à faire des conférences, et dont l'une de celles-ci a commencé comme ça. Il est arrivé et il a dit, mes amis, comme je suis prêtre, je peux vous dire tout ce qu'on peut dire de mal des prêtres, et je vous le dirai. Et il a parlé 1h30 pour dire des infamies. C'est l'homme qui est chargé de la chapelle, je ne vais pas vous donner son nom, c'est l'homme qui est chargé de la chapelle à la gare Montparnasse. C'est vraiment un criminel à l'égard de l'Église, et que Monseigneur, l'archevêque de Paris, a cru devoir le faire parler dans le logement qu'il a, rue de la Ville-d'Évêque, est un scandale qui, pour nous autres catholiques de France, est à la fois humiliant et désolant. D'autres évêques sont beaucoup plus prudents. Je vois dans la région où j'ai ma maison, dans le Maine, dans la Sarthe, l'évêque est arrivé avec de bonnes intentions, mais il a évidemment été loyauté par de jeunes prêtres, et maintenant, il ne fait plus rien. Il est comme un lièvre dans son terrier, et voilà tout. Donc, la situation n'est pas très bonne, elle n'est pas exécrable, mais elle n'est pas très bonne, et nous avons grand besoin, et en tout cas, je peux vous dire ceci, c'est que si vous alliez dans une maison française et que vous demandez, y a-t-il des évêques français qu'on puisse estimer, on vous dirait, il y en a un, c'est pas sûr de le faire. Voilà tout ce que je peux vous dire. Et sur les francs-maçons à Rome? Oh, à Rome, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, et le Vatican est plein, il n'y a pas là-dessus. Ça n'y a pas de doute là-dessus. Il y a de bons évêques, mais il y a aussi, il faut reconnaître qu'au Vatican, il y a un patrouillage, un grenouillage, comme aurait dit M. de Gaulle, un grenouillage de maçons extrêmement redoutable, très dangereux. Et vous comprenez, en ce moment-ci, nous n'avons pas de pape, on peut prier le ciel qui nous donne un pape qui soit non seulement orthodoxe, mais qui fasse un peu la police de Rome, ce qui est très difficile parce que nous prenons, je vous en parle deux détails. Nous prenons le pape Paul VI, bien. Le pape Paul VI a été élu. Savez-vous comment? Le pape Paul VI était d'une famille radicale. La famille qui était propriétaire du journal le plus radical du nord de l'Italie, la Stampa. Et le pape Paul VI, maintenant on le sait, c'est évident, avait, malgré l'interdiction de Pie XII, étant sous-secrétaire d'État, continué à envoyer des messages hebdomadaires à Moscou. Pie XII l'avait interdit absolument. Et le pape Paul VI, Pie XII l'a su grâce à la découverte d'un homme que je connais qui me l'a raconté. C'était un policier. Le pape a 3 policiers. Un français, un italien, un américain. Donc ce policier français avait été chargé par le pape d'aller chercher à Stockholm un sous-marin qu'on demande au Suédois de lui prêter pour aller sauver sur le port de Riga, l'archevêque de Riga, que les Russes avaient transformé en un docker du port. Alors, il était vieux, il en serait mort. Donc, ce policier a été à Stockholm, et on lui a dit, oui, on va faire ça pour vous, et en effet, le sous-marin suédois a été à Riga, et puis une nuit, on a enlevé le pauvre archevêque de Riga, on l'a ramené à Stockholm, et ensuite on dit à Rome. Et je n'en ai pas parlé. Donc, étant à Stockholm, ce policier français du Vatican a reçu la question suivante du chef de police suédois. Comment se fait-il, vous me dites que le pape a interdit
à ses services de communiquer avec Moscou, nous avons chaque semaine une lettre qui vient de Rome vers Moscou. Comment ça se fait-il? Policier français, c'est impossible. Ben, policier, chef de police, voilà ce qui arrive de Rome pour Moscou. Je le montre au Saint-Père. Et monsieur Arnoux l'a montré au Saint-Père. Malheureusement, le Saint-Père était très vieux à ce moment-là, très fatigué. Il allait mourir 15 jours, peu de semaines après. Pidouze a été absolument consterné. Le futur Paul VI, Mancini, qui était sous-secrétaire d'État, entretenait, malgré ses ordres formels, une correspondance hebdomadaire avec les Russes. Pidouze a ordonné qu'on chasse Paul VI de sa place de sous-secrétaire d'État, mais comme il était à ce moment-là malade, il n'a pas surveillé là où on l'a mis, et on l'a mis à Milan, c'est-à-dire qu'on a préparé le prochain pape qu'il a été. Il l'a été grâce au fonds que les Russes ont versé à une partie des cardinaux romains, qui sont hélas souvent vénaux. C'est ainsi que Paul VI a été élu, et c'est vrai pour ça, si vous vous rappelez, si vous voyez les journaux illustrés, qu'à la fin de sa vie, son visage était épouvantable, j'ai peine à voir. Et que, paraît-il, reçu ça par des gardes suisses, ceux qui étaient à garder près de chez lui l'entendaient dans la nuit hurler et avoir des espèces de crises de désespoir. Il faut prier pour lui, le pauvre homme. Dans certains discours, il a tâché de réparer le mal qu'il faisait autrement. Mais c'est cela, voyez-vous, qui à l'heure actuelle nous oblige tous à prier avec tant d'ardeur, c'est que Moscou fait tout au monde pour arbitrer les élections de pape. Car grâce à Paul VI, Moscou a obtenu des nominations d'évêques dans la zone occupée par les Russes qui étaient exécrables et contre lesquelles toutes les populations catholiques ont dû se révolter en refusant d'obéir aux évêques choisis par le pape et en obéissant à d'autres prêtres, pas encore sacrés évêques, mais qui faisaient le rôle d'évêques et qui, eux, étaient de bons chrétiens. Cette situation épouvantable, je vous en parle, parce que je pense que vous êtes des hommes courageux et qu'il faut savoir la vérité. Mais il faut supplier le ciel de nous donner un pape qui soit chrétien, qui croit en Dieu non seulement fermement, mais je dirais terriblement et au bon moment, en se rappelant le jugement de Dieu. Et enfin, un pape qui sache refuser l'argent russe et les pseudo-concessions russes. Voilà, messieurs, je crois que maintenant je vous ai dit ce que je pouvais vous dire.